Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui en direct de la 12e édition du ICISTEP, après avoir partagé avec les présidents des fédérations autour du premier panel qui a été IME Vecteur du développement économique du Maroc. On a vécu un moment exceptionnel où on a parlé un petit peu IME, on a parlé aussi d'une agglomération de fédérations pour parler le même discours et parler dans le même sens, parce que c'est aujourd'hui l'une des réussites, le gage pour réussir aujourd'hui, c'est de se regrouper. Donc aujourd'hui, on donne acte cet après-midi au premier workshop. Vous avez un workshop en simultané avec le setting d'audio qui est modéré par Sarah, et vous avez le deuxième workshop qui est modéré par l'humble personne, Mahmoud Karim. Je suis aujourd'hui avec Amin Aboul, qui représente IBM. Qui de mieux que lui pour nous parler un petit peu de lui? Donc je vous cède la parole, tout en remerciant toutes les personnes qui sont en présentiel et les personnes qui nous suivent à distance. Merci Sikarim et enchanté de faire votre connaissance. Donc Amin Akbour, comme a dit Sikarim, je travaille chez IBM en tant qu'architecte en solutions de data et d'intelligence artificielle. Et donc mon travail en fait est de supporter, de travailler en main dans la main avec nos clients pour un petit peu comprendre leurs problématiques, leurs challenges, leurs business use cases et ensuite essayer de leur fournir des solutions technologiques adaptées à ces use cases, bien sûr en injectant les technologies d'IBM avec un focus sur la donnée et l'intelligence artificielle. Donc on est basé à Casablanca, au site Casa Nearshore, et le périmètre de mon travail ne se limite pas au Maroc. En fait, je couvre toute la région Nord-Est, Ouest Africa, donc les pays de l'Afrique francophone, mais aussi des pays anglophones de type Nigeria, Kenya. Une riche expérience que voilà, et IBM aujourd'hui au Maroc est bien implanté. Ça fait combien d'années que IBM est sur le Maroc? Depuis très très longtemps, je n'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup d'années. En fait, ça fait plusieurs années. On a supporté l'évolution économique du pays depuis toutes ces années. On est présent aux côtés de nos partenaires, de nos clients, des institutions gouvernementales pour essayer un petit peu d'apporter cette expertise extérieure, cette expertise un petit peu mondiale au service de nos clients. Ben, voilà, sans transition, vous avez parlé de technologie. Qui de mieux qu'IBM aujourd'hui pour représenter effectivement ce facteur-là? Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de chaîne de valeur. Chaîne de valeur, aujourd'hui, est un enjeu aujourd'hui stratégique au niveau marocain, mais quand on parle de technologie mixée à la chaîne de valeur, ça donne constamment une chaîne de valeur intelligente. Voilà, ça sera un petit peu la thématique d'aujourd'hui. On va pouvoir un petit peu vous écouter et aussi si vous avez des questions en présentiel. Et je parle aussi à toutes les personnes qui sont en distanciel. Si ont des choses à dire, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. On aura à peu près entre 25 à 30 minutes de présentation. Et puis le reste, on le donnera aussi en anglais. Voilà, donc à vous la parole, Samy. Merci beaucoup, Sekalim. Comme vous avez dit, j'ai quelques slides pour présenter, pour un petit peu mettre le topo, mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à poser vos questions pour que ça soit le plus interactif possible. C'est des slides que je connais, je ne veux pas passer du temps à blablater, mais vraiment essayer de répondre à des problématiques, à des choses qui sont liées à vos industries, à vos problématiques au jour le jour. Donc moi la vision ou un petit peu la perspective de cette présentation est vraiment d'essayer d'apporter le point de vue d'IBM concernant l'intelligence artificielle dans le monde de l'industrie et comment on peut tirer justement profit de cette chaîne de valeur en injectant de la donnée, en utilisant la donnée qu'on génère dans toutes ces étapes de production, de services après-vente, etc., pour un petit peu fédérer tous ces éléments-là et fournir une valeur ajoutée à tel ou tel service, à telle ou telle problématique que vous mettez en place. Donc on parle totalement d'industrie 4.0. Absolument. Des outils d'aide à la décision. Et aussi exactement. Et donc,
Ça m'amène, c'est une très bonne transition, je pense qu'on l'a pas travaillé avant, mais c'est une bonne approche. En fait, exactement, on parle aujourd'hui d'industrie 4.0, comment on peut vraiment utiliser l'automatisation et l'intelligence artificielle pour aider à cette chaîne de valeur. Et donc le but, c'est vraiment essayer de travailler sur ces trois variables que vous connaissez bien évidemment. La partie risque, donc comment un petit peu au lieu de penser à réduction de risque, pas forcément utiliser le terme réduction, mais le management du risque, comment on peut gérer le risque, comprendre notre position de risque et essayer de l'adresser de la bonne manière. Le coût aussi, je pense que toute société, surtout dans le domaine industriel, qui est un secteur très concurrentiel, comment on peut travailler sur des notions autour du coût et comment on peut optimiser et générer peut-être du profit en diminuant le coût. Et bien sûr, la performance. Je pense que toute entreprise qui se respecte est dans une course contre la montre pour un petit peu accélérer sa performance, que ce soit en termes de production, en termes de qualité, en termes de relations clients, etc. etc. Et donc, tous ces éléments-là interviennent ou interagissent entre eux pour pouvoir un petit peu générer de la valeur, et c'est vraiment des concepts très importants dans cette industrie 4.0. Le point de vue d'IBM, en fait, autour de l'industrie, c'est que en fait, la transformation digitale est un vecteur d'innovation. Et donc aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, en fait, c'est une opportunité pour toutes nos entreprises, pour les entreprises de notre industrie, pour un petit peu revoir leur process, revoir leur façon de faire, dans un premier temps pour survivre, parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale, c'est plus juste une question de nice to have, c'est vraiment quelque chose un enjeu de survie, je dirais. Et aussi comment utiliser cette transformation digitale pour un petit peu aider notre business à devenir plus agile, plus flexible, un petit peu gérer les aléas de notre industrie et de nos problématiques. Donc là, on est en train de parler de data driving aussi. Exactement. Je pense que vous lisez dans ma tête, non, mais dans mes slides. Parce qu'en fait, c'est la transition logique de ce que je vous prépare. Parfait. Et donc, vraiment, la donnée est un enjeu très important de cette transformation digitale et des composants autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et on voit aujourd'hui des résultats très probants en injectant de l'intelligence artificielle dans nos procédures, dans notre façon de faire. On parle beaucoup de chatbot, de virtual agent pour un petit peu aider les clients, aider les opérateurs à mieux faire leur travail, à construire cette knowledge base, etc. Mais il y a aussi des notions en termes de technologie, j'en ai listé quelques-uns, en termes de cloud. Aujourd'hui, le cloud hybride est un facteur ou est quelque chose qui est présent dans nos vies de tous les jours. Cloud hybride, on aimerait bien comprendre un petit peu la signification. Parfait. Aujourd'hui, c'est le terme entre guillemets le hot topic en ce moment. On parle plus de cloud ou de cloud public, on parle de hybrid cloud, parce qu'en fait, il y a quelques années, toutes les entreprises technologiques ont fait un shift à 360 degrés ou peut-être à 180 degrés pour aller sur ce qu'on appelle du cloud public. Donc à savoir des infrastructures, des data centers dans de grosses structures dans certains pays où on va avoir un petit peu toute l'infogérance, tout le IT des entreprises géré dans ces gros data centers. Et donc les acteurs principaux du cloud hybride, du cloud public aujourd'hui, on trouve bien sûr IBM, mais aussi il y a Microsoft, il y a Amazon, il y a Google. Donc tous ces acteurs sont de gros fournisseurs de cloud public. En fait, c'est un ensemble de services, un ensemble de solutions qui n'existent pas physiquement au sein de l'entreprise. C'est de l'informatique dématérialisée dans un data center et qui permettent justement d'avoir cette flexibilité, cette agilité pour les entreprises pour se transformer de manière digitale. Ça, c'est le cloud public. Ouais. Ah oui. Toujours dans le même élan par rapport au cloud public, là encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs à IBM, hein. C'est aussi, si on prend un petit peu sans citer le nom, ce qui s'est passé à Strasbourg aussi en mer de cloud, de data center qui a pris feu. Aujourd'hui, IBM ou Amazon offrent aussi une sécurité
au-delà du pricing, c'est parce que c'est moins cher, bien sûr, que c'est bon. exactement. Et la sécurité aujourd'hui est, on va dire, le critère numéro 1 chez IBM pour justement gérer ces process et pour un petit peu fournir un cloud éthique. Et donc c'est important la sécurité, on le liste aussi sur ce slide. La partie sécurité, sécuriser les informations de nos clients, c'est quelque chose de très important auquel on fait vraiment attention. Et donc avec toutes les certifications, déjà quand on parle de sécurité, il y a la sécurité. Le feu, prendre feu, c'est une sorte de disaster recovery, donc de solution. Comment on s'assure que le client ne va pas perdre ses informations, mais aussi il y a une terme de sécurité en termes de réglementation. Comment on s'assure que les données que le client va stocker dans notre cloud ne seront pas accessibles à des hackers ou à des protocoles. C'est des protocoles, c'est des réglementations et c'est des procédures très strictes qu'il faut suivre. Et donc les clouds sont certifiés telle ou telle réglementation pour pouvoir un petit peu suivre cette évolution sécuritaire, mais aussi rassurer nos clients. Alors pour rassurer aussi le public, ceux qui nous suivent, à chaque fois je vais me permettre de couper, si pour un petit peu enrichir le débat. Bien sûr. Aussi, donc aujourd'hui on dit celui qui maîtrise la data maîtrise le monde. Alors aujourd'hui, encore plus la data dirait Badoua, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est ça l'argent, c'est ça aujourd'hui l'essentiel, le capital quelque part d'une entreprise. Absolument. Aujourd'hui, on dit que la donnée, la data, c'est le nouveau pétrole. En fait, pouvoir maîtriser la donnée elle est un peu partout, on génère de la donnée un petit peu partout. Et le nerf de la guerre, c'est pouvoir un petit peu maîtriser, pouvoir collecter cette donnée, en faire bon usage. Donc la valeur de la donnée, c'est quand on arrive à l'acquérir, à bien la stocker ou la gérer, mais aussi à la nettoyer et à en tirer profit en la consolidant avec d'autres sources de données. C'est là vraiment où on commence à sortir cette valeur de la donnée. Les croisements. Exactement, les croisements de la donnée, pouvoir un petit peu lancer donc, ces algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle. Deep learning carrément. Deep learning, voilà, soyons encore une étape plus loin dans le deep learning. Mais déjà, en ayant accès à la donnée, en la nettoyant, en s'assurant qu'elle est de bonne qualité, on peut déjà avoir des résultats juste avec ce qu'on appelle de l'analyse descriptive. Donc savoir où est-ce qu'on se trouve, je pense que c'est très important pour les industriels, les usines, de savoir combien on a produit, qu'est-ce qu'on a produit l'année dernière, quel est le taux de rendement, etc. Des informations de pilotage. Déjà, en manipulant la donnée, en faisant juste de l'analyse descriptive, sans lancer d'algorithmes de machine learning ou de deep learning, on peut vraiment avoir des résultats probants. Et ensuite, bien sûr, avec la maturité, l'appétit vient en mangeant, on aura une adhésion encore plus forte de la part de nos sponsors, de nos managers. Et bien sûr, on peut faire de la prédiction. Dans ce que j'aime bien. Voilà, prédictif. Prédictive, voilà, l'analyse prédictive, l'analyse prescriptive aussi, quand il s'agit surtout dans le domaine industriel de la maintenance. De la maintenance prédictive ou de la maintenance prescriptive, c'est pas juste on prédit, mais aussi on optimise comment on va interagir ou arriver à réparer une pièce ou une machine en prenant en considération un petit peu toutes les contraintes et toutes les variables qu'on a au sein de notre chaîne, notre supply chain par exemple. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est l'intelligence artificielle, le NLP, le cognitif, etc. Et donc, si vous permettez, j'avais pas encore. On est parti sur du cloud public, après on est parti. Mais c'est tellement riche. Si vous permettez, juste, je voulais rebondir sur la partie hybride cloud, parce qu'on n'avait pas à terminer ce point-là, après je vous donne la parole. Donc, ça, c'est le cloud public. En fait, les entreprises un petit peu dématérialisent ou n'ont plus d'infrastructure, de data center en propre à gérer. Il s'est avéré que c'était pas faisable pour toutes les entreprises et pour tous les use cases d'externaliser ces data centers ou ces données ou ces applications vers le cloud. Malgré le fait que le cloud offre des perspectives très intéressantes, des retours sur investissement très intéressants, une flexibilité très accrue, il y a quand même besoin en termes de réglementation. Il y a aussi la data sovereignty, comme on dit, le ownership de la donnée. On en parle beaucoup au Maroc. Exactement. Donc il y a besoin de garder
ce ownership de la donnée. Et donc, il s'est avéré que les entreprises ont souhaité avoir ces flexibilités liées au cloud public au sein de leur data center. Et donc, ce mix des deux, avoir un data center, des applications des données au sein du data center de l'entreprise, mais aussi d'autres applications, une partie de l'application aussi dans le cloud, c'est ce qu'on appelle vraiment le cloud hybride. Et donc, c'est le fait de prendre le meilleur des demandes et pouvoir un petit peu fournir une solution adaptée aux entreprises en fonction de leurs besoins. Donc, ma question c'était à propos de la data, de la donnée. Donc, est-ce que vous croyez que la data qui est déjà disponible, la data réelle, est-ce que c'est suffisant pour avoir des modèles prédictifs? Donc, pour la data réelle, est-ce que c'est suffisant pour avoir des modèles prédictifs? Parce qu'on va avoir peut-être 6-7 ans de données, c'est pas, je crois que c'est pas large. Donc, est-ce qu'on va avoir recours à générer de la data? Est-ce que. Moi, je ne sais pas ce que vous croyez. Oui, enfin, non, j'ai compris votre question. C'est une question légitime. En fait, la réponse est cette question, on la reçoit beaucoup de la part de nos clients. Et la réponse est vraiment, ça dépend du use case ou de la problématique qu'on essaie de gérer. Il y a parfois, effectivement, on n'a pas besoin d'un historique très poussé, on a d'un ensemble de variables que l'entreprise a déjà en son sein. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce qu'on appelle enrich the data ou avoir d'autres sources de données pour pouvoir compléter ce qu'on a. Il y a d'autres cas de figure où effectivement l'information ou les données que les clients ont n'est pas suffisante, n'est pas de bonne qualité. Et dans ce cas-là, on essaie de faire des choses autour, essayer peut-être de prendre de la donnée extérieure, des données des réseaux sociaux en fonction de use case encore une fois, pour enrichir ces données-là. Mais je dirais par rapport à mon expérience, par rapport aux use cases sur lesquels on a travaillé avec les clients, les premiers use cases en tout cas, les clients ont la donnée. Et on peut faire quelque chose, ce qu'on appelle good enough, on peut faire quelque chose de très bon, on n'a pas besoin de démarrer de manière parfaite dès la première itération. C'est un développement agile, c'est des méthodologies aussi agiles. Et donc, les premiers résultats déjà avec les données que nos entreprises, que les clients ont en leur faveur, permettent d'avoir des résultats très intéressants et très prometteurs. Ça vous va? Mais du coup, d'un point de vue éthique, est-ce que si dans la mesure où on n'a pas suffisamment de data, est-ce que du point de vue client, c'est légitime ou c'est normal de prendre la data d'un autre client pour traîner le modèle? Est-ce que c'est une question qui se pose? Bien sûr. J'ai un slide par la suite qui est dédié à ce qu'on appelle AI Ethics. Donc l'éthique, et vous l'avez très bien évoqué, le terme éthique est quelque chose de très important aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'on a des modèles qui sont générés, entre guillemets, c'est des black box, on a une prédiction, et derrière, quelle est la fiabilité de cette prédiction et quel est le fairness et le unbiased. Est-ce que si on offre, par exemple, on fait un modèle pour un petit peu octroyer un crédit, est-ce qu'on est sûr que le modèle qu'on a utilisé n'a pas de bias par rapport au sexe de la personne? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Par rapport à son âge, etc. Donc il y a un volet très important en termes de résonance. Il y a un volet très important en termes d'éthique. Ensuite, pour revenir à votre question particulière en termes de est-ce qu'on va prendre des données d'autres clients, etc. Bien sûr, on ne va pas. L'idée, c'est d'enrichir les données avec ce qu'on peut avoir de manière aussi légale et de manière claire. L'idée, il y a, comme vous savez, des organismes qui vendent de la donnée, anonymisée. Il y a des partenariats qui peuvent être noués justement pour avoir accès à des données un petit peu publiques. Et donc, c'est ce type de données qu'on va peut-être utiliser si on a vraiment besoin d'enrichir les données. Mais encore une fois, je reviens au premier commentaire que j'ai fait sur ce sujet-là. La majeure partie des use cases sur lesquels on travaille avec les clients, dans une première partie ou dans les premières parties, les premières années, se fait avec de la donnée au sein de l'entreprise. Il y a énormément de données. Le problème, ce n'est pas de trouver la donnée.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée, comment on va nettoyer cette donnée, comment on va en tirer profit, plus que oh, j'ai pas de données, comment je vais faire pour pouvoir les vendre. Donc c'est clairement le traitement de la donnée et c'est le croisement des données qui fait que vous amenez une valeur ajoutée au client pour enrichir sa donnée ou plutôt pour la nettoyer et la rendre fiable. Exactement. Et l'idée, c'est en fonction des use cases, encore une fois, on va définir avec le client, ça fait partie de mon travail, avec des SMI, des personnes des industries spécifiques, que ce soit l'industrie automobile ou des industries bancaires, telco, etc., de ramener des SMI aussi, qui permettent des subject matter experts, qui disent par rapport à ce use case, voilà le type de données dont on aura besoin. Est-ce qu'il y a ces données de manière directe? Comment on peut faire pour pouvoir un petit peu récupérer ces informations-là et travailler sur le use case ou la réponse au business case qu'on est en train de mettre en place. Parfait, je pense que c'est très clair. Si vous avez besoin d'enrichir encore, n'hésitez pas. C'est un débat. Non, c'est clair. Enat, if you have any question. I'm listening. Ok, you're welcome. Ok. Alors, encore une fois, je le dis aux auditeurs qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec ces Parfait. s'il vous plaît. Et donc, comme je disais, donc pour revenir un peu aux slides, mais je pense qu'on a couvert, on revient sur les slides. L'intelligence artificielle, c'est un petit peu le focus de cette présentation, mais il y a d'autres éléments aussi qui gravitent autour de la transformation digitale. Donc, on a parlé de cloud. Aujourd'hui, on parle aussi d'un nouveau type d'architecture, des architectures qui viennent du cloud, de microservices, etc. Donc, c'est une nouvelle façon de mettre en place des architectures au sein de nos entreprises. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos clients pour leur moderniser un petit peu leur parc informatique et leur parc IT. Et l'idée derrière ces nouvelles architectures, c'est un petit peu ramener, comme on a dit, dans ce paradigme de cloud public. Donc le cloud a ramené quand même beaucoup de bienfaits et d'avantages pour nos entreprises. On parle par exemple de scalabilité. Le client n'a pas besoin d'investir et dupliquer et même n'a pas besoin de commencer avec une grosse infrastructure, avec un gros investissement. Il peut commencer petit, mais l'architecture scalable, l'architecture à base de cloud, lui permet un petit peu de scaler de manière simple et transparente. Une fois que le besoin grossit, une fois que le type de client grandit, que les use cases un petit peu grandissent, on peut juste rajouter de l'infrastructure, rajouter de la puissance. Et parce que c'est une architecture qui vient du monde cloud, il y a cette notion de scalabilité qui est injectée dès le début D'agilité aussi. Exactement, d'agilité, comme on a dit, de scalabilité, de haute disponibilité. C'est très important. Transparence. Transparence. On parle d'éthique aussi. Et on a vu hier, par exemple, le problème qui a été ça tout le monde. WhatsApp, Facebook, Yesterday. Instagram. C'est des choses qui arrivent. Je suis sûr qu'ils avaient toutes les commandes ou toutes les procédures en place, mais il y a quelque chose qui est un petit peu lâché sur la chaîne de valeur et ça va être corrigé. Mais derrière, la haute disponibilité est quelque chose de très important pour ce type d'entreprise, surtout pour des entreprises un petit peu mondiales. On ne peut pas se permettre d'avoir un downtime. Il faut que le service soit toujours disponible au cas où il y a un problème avec une instance du service, il y a une autre instance qui est prête à prendre la relève et cette distribution un petit peu de l'architecture permet ce type de réponse. Fox Mulder say the truth is other way. WhatsApp, hier, on ne sait pas pourquoi, mais la vérité est ailleurs. Hein. C'est exactement ça. J'ai lu, il y a une réponse un petit peu, c'est technique en fait. Il y a eu un protocole qui n'a pas été configuré de... Lequel Encore une fois. Moi je pense que c'est des choses assez simples. Ça arrive, on le vit au jour le jour avec même nos clients et parfois ça arrive. Chère madame, allez-y. Alors c'est juste par rapport au concept du cloud, que ce soit privé ou public, c'est juste par rapport au marché marocain et aussi peut-être par rapport à l'Afrique. Est-ce que vous sentez qu'il y a... Moi, je dirais... Au contraire, on voit une sorte de prise de conscience de nos clients quant à l'utilisation du cloud.
Et on a de plus en plus de clients qui sont ouverts aujourd'hui à l'idée de mettre pas toute leur architecture ou toute leur infrastructure sur le cloud, mais utiliser des services autour du cloud. Nous avons travaillé avec des acteurs très importants sur tout ce qui est par exemple chatbot ou virtual agent, donc les assistants virtuels en utilisant l'intelligence artificielle pour les utiliser non pas en déploiement local mais en déploiement cloud. Et on a de plus en plus de clients qui travaillent ou qui sont ouverts ou qui sont demandeurs justement de ce cloud et surtout de ce cloud hybride. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de startups qui naissent et les startups en général elles sont friandes de ce type de... Oui, je suis d'accord. Mais la question c'était plus par rapport aux industriels. Par exemple pour le sujet de Maintenance 4.0, les plateformes qui sont utilisées pour l'online condition monitoring par exemple, qui sont hostées sur le cloud et qui utilisent des services du cloud. Alors quand tu pars par exemple chez, je sais pas, steel ou là, aujourd'hui on parlait de métallurgie, aussi mining, etc. Alors on a eu des discussions, nous on travaille sur ce sujet-là des solutions de maintenance intelligente. On sent toujours que les gens sont très réticents. Il y a beaucoup de questions de sécurité. C'est encore pire pour l'Afrique. Oui et non. On sent qu'il y a toujours une réticence. Et c'est indéniable. Et on a besoin d'éduquer, d'énabler, de sortir des références, d'un petit peu sensibiliser exactement les clients, surtout pour des groupes peut-être qui sont habitués à faire les choses d'une certaine manière et venir et essayer de tout chambouler, peut-être sans avoir une personne qui a déjà travaillé ou roulé sa bosse sur ces technologies-là, est un peu difficile, je vous le concède. Après, on a même dans l'industrie aujourd'hui de grands groupes qui sont ouverts à l'utilisation du cloud, tout ce qui est aussi weather data. Donc on arrive à avoir des plateformes sur le cloud pour pouvoir un petit peu avoir ces informations qui proviennent du cloud. Mais encore une fois, il faut vulgariser, c'est toujours difficile. Je ne vais pas vous le cacher par rapport à d'autres marchés qu'on a sur la région. L'Afrique reste un pays un continent plutôt très difficile. Il y a aussi ces notions de bandwidth, il ne faut pas l'oublier, d'infrastructure. Le réseau, les connexions Internet ne sont pas très stables et donc oui, ça aussi il faut le prendre en considération et il faut essayer de vulgariser et commencer petit avec des use cases très restreints où on montre l'utilité avant d'extendre. Mais il y a, après on peut le prendre offline, des groupes de grands groupes qui investissent beaucoup qui sont assez matures par nature, qui ont des investissements un petit peu aussi à l'étranger, pas uniquement au Maroc, qui travaillent sur ça et c'est des choses qui viennent d'en haut parce qu'ils ont la vision, ils ont la maturité nécessaire. Alors quand vous avez la question comment sécuriser un système cloud, c'est quoi votre réponse? Quand un client vous demande ça? Après, moi la question quand on parle de sécurité, c'est de quel point de vue? Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes, des failles ou des choses concrètes que le client sur lesquelles le client souhaite avoir des réponses, ou c'est juste un ressenti? La majeure partie du temps, le problème de sécurité, c'est juste un problème de ressenti. Les données ne sont pas sécurisées. Par rapport à ça, on essaie encore une fois de vulgariser, d'éduquer, on essaie de donner des références. Il y a beaucoup de clients aujourd'hui dans le monde qui utilisent le cloud et qui mettent leurs données des banques, des industriels, des telcos. Ça, bon, c'est culturel, c'est un ressenti. On essaie d'aider au maximum. Il y a beaucoup d'autres clients qui sont beaucoup plus factuels. Il y a peut-être des réglementations ou des règles de sécurité qui sont importantes pour cette industrie-là ou des types de sécurité qu'ils veulent voir à tout prix dans leur système. Et par rapport à ça, en fonction, par exemple, si on parle de notre cloud, on partage avec eux toutes les certifications de sécurité qu'on a en place. Donc tout ce qui est SOC 2, SOC 3, HIPAA, etc. C'est des certifications qui ont été, ou des clouds qui ont été homologués par des organismes internationaux de renom. Et donc je pense que, moi ce que j'essaie de leur dire, c'est que
vos données, elles sont plus sécurisées chez nous ou dans les clouds que chez vous. Parce que c'est notre métier et on n'a aucun intérêt. Et justement, s'il y a un security breach par rapport à tel ou tel cloud, et vous le voyez dans les news, ça sonne quand même la fin, où c'est vraiment un frein très important pour telle ou telle entreprise. Donc, nous, en termes de société technologique, on n'a aucun intérêt à avoir ces failles de sécurité. Et c'est notre métier, on sait le faire et on le fait de manière professionnelle et de manière transparente. Et c'est encore une fois beaucoup plus sécurisé. On a les moyens pour pouvoir sécuriser ces environnements par rapport à des développements ou peut-être des sociétés, des entreprises où le système IT est de 2 ou 3 personnes par exemple et ils ne peuvent pas gérer et réfléchir à tout ça. Donc c'est vraiment plus une question de mentalité. Ça va changer avec les jeunes, avec le système de start-up. On voit beaucoup de start-up qui naissent dans le cloud. Donc ça va prendre un peu de temps, mais c'est dans le bon. J'ai peut-être une réponse à madame, si vous me permettez, Samy. Une question qui est très pertinente et qui est assez cocasse. Parce que quand on parle de sécurité aujourd'hui, l'enjeu, je pense que la problématique de toutes les entreprises, qu'elles soient industrielles, globales ou Maroc, c'est d'abord la cybersécurité. Aujourd'hui, tout le monde suit des webinaires là-dessus parce que c'est un enjeu majeur. Parce qu'aujourd'hui, on parle de village mondial. La data, aujourd'hui, il ne faut pas maîtriser, il faut s'entourer de players qui connaissent leur métier, qui ont fait leurs preuves, qui ont aussi des références, c'est important. J'ai donné l'exemple du data center qui a brûlé sans citer le nom. Là encore une fois, aller sur une mutualisation de data ou aller, parce que c'est pas cher. Aussi, je peux vous poser une question, qu'est-ce que coûte pour vous votre data? Ça, c'est une question qui peut être pertinente, donc quelque part qui peut faire le distinguo entre ce que vous payez et comment vous sécurisez. Maintenant, le gros problème qu'il y a, c'est un problème aussi de gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de s'ouvrir sur un nouveau monde, qui est un monde totalement liquide, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde liquide qui est totalement en mouvement. La data, ça va vite. Quand on parle de big data, c'est encore pire. Alors, je pense que d'abord, les mentalités, comme l'explique Amine, doivent changer. Elles changent. Maintenant, effectivement, la gouvernance, il y a aussi un problème de souveraineté. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup, on parle de souveraineté nationale en matière de data. Je pense que les choses changent, tout doucement, mais on est obligé aujourd'hui de suivre, de prendre le pas, parce que sinon on meurt. Il n'y a pas de secret. Mais votre question est très bonne et je voulais vous féliciter par rapport à ça. Alors si vous me permettez, on va continuer sur la présentation. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on va pouvoir l'entamer. J'ai déjà deux petites questions pour moi que je vais poser à la fin. Je vais terminer de poser des questions. De toute façon, moi, je vais aller un peu sur les prochaines parties. Il y a le Internet of Things aussi, le Edge Computing. Je pense qu'il est très important dans le domaine industriel. On va voir des use cases par la suite où on peut vraiment avoir de la valeur et de la valeur très rapide et très importante. Comme vous avez dit tout à l'heure, la data est vraiment le nerf de la guerre ici. C'est vraiment le socle ou la base de cette transformation digitale qui est liée à l'intelligence artificielle. Et au niveau d'IBM, on a une équipe dédiée d'industriels et de SMI qui s'appelle IBV, IBM Institute of Business Value. Donc c'est un ensemble de personnes très seniors qui sortent des rapports annuels par rapport à telle ou telle industrie, par rapport à tel ou tel use case. Et donc, des livres blancs? C'est une sorte de livre blanc exactement de recommandations par rapport à ce qu'ils voient eux dans l'industrie ou ce qui s'opère aujourd'hui ou un petit peu les prédictions dans les prochaines années. Et donc ils ont fait une de leurs dernières études se porter justement sur la donnée et sur l'intelligence artificielle. Et donc ils ont listé un ensemble d'éléments qui peuvent un petit peu aiguiller les clients sur le pourquoi de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je pense pour l'industrie, ce qui est important, c'est vraiment le deuxième point et le quatrième. Le deuxième point, à savoir qu'en utilisant la donnée, on peut générer de nouveaux business models. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très important pour la survie de nos industries, pouvoir un petit peu utiliser la donnée pour comprendre où est-ce qu'on se trouve et pouvoir définir des chantiers où on peut générer un nouveau produit ou définir qu'il y a une nouvelle demande par rapport à tel ou tel segment et un petit peu travailler et pénétrer ce segment-là grâce à la donnée. Donc ça, c'est quelque chose de très important et cette transformation liée à la donnée est quelque chose de très important.
Le deuxième, c'est vraiment tout ce qui est maintenance prédictive. On en a un petit peu parlé, gestion de la qualité, définition de la chaîne de valeur. Donc, en utilisant la donnée, en utilisant l'intelligence artificielle, la prédiction dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, on peut vraiment avoir un impact positif, un impact réel, un ROI réel sur la qualité de nos produits et bien sûr sur le revenu in fine de ces solutions grâce à la donnée. D'ailleurs, ce sujet d'intelligence artificielle, je pense que Enat, qui est là, va pouvoir nous dire aussi par rapport à Neom, au niveau de l'intelligence artificielle, qui se passe, qui aujourd'hui l'une des cités intelligentes, beaucoup de choses se passent en matière d'intelligence artificielle. C'est toujours intéressant IBM, il faut savoir est-ce que si IBM aussi a un impact, voilà. On travaille justement, on travaille aussi, donc IBM, c'est un groupe bien sûr mondial, notre équipe en Arabie Saoudite travaille sur des composants, essaye d'assister aussi Neom dans sa transformation digitale, et bien sûr, quand on voit la vision, quand on voit un petit peu la stratégie qui est mise dans ce type de de nouvelles villes, de new cities, c'est quelque chose de très important et très prometteur. D'ailleurs, on parle de société 5.0 aujourd'hui. Au-delà de... surtout les Japonais qui ont commencé avec ça depuis à peu près 2 ans. Et ce qui est en train d'être fait est vraiment une référence qui va servir énormément. Très bien. Bon, bah, écoutez, l'idée c'est de faire un petit deep dive par rapport aux problématiques principales liées à l'industrie. Et je pense qu'un des premiers éléments où la donnée peut fournir un vrai retour sur investissement, un vrai impact, c'est sur la chaîne, sur la supply chain ou sur la chaîne de production de nos industries. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut utiliser la donnée pour gérer un petit peu ou pour améliorer la qualité de nos produits, pour augmenter la rentabilité, le rendement de nos machines, et aussi comment gérer la maintenance et comment gérer le cycle de maintenance. Je pense que c'est un problème ou c'est une problématique très visible et très concrète de la part de nos industriels concernant des investissements lourds qu'ils ont par rapport à telle ou telle machine, par rapport à tel ou tel investissement. Et donc, le fait que les machines ou ces équipements vieillissent et donc on a une maintenance un petit peu standard ne permettent pas un petit peu d'optimiser ces cycles de vie. Et bien sûr, l'idée c'est de capitaliser sur la donnée, sur l'analyse prédictive, mais aussi ce qu'on appelle, on a parlé de edge processing, je reviendrai par la suite. Et ce que je voulais aussi noter ici, c'est ce qu'on appelle le connected technicians. Et ça aussi, c'est très important. Et comment enrichir un petit peu l'idée avec l'automatisation, ce n'est pas d'enlever des personnes, ou ce n'est pas de remplacer l'humain par des machines. L'idée vraiment, en tout cas, notre vision de l'intelligence artificielle est d'augmenter l'être humain et donc d'augmenter les techniciens. Et l'idée derrière le Connected Technician, c'est de vraiment fournir un tableau de bord ou fournir des solutions à sa portée pour l'aider à mieux faire son travail. Parce qu'une des difficultés, on va le voir tout à l'heure dans quelques chiffres que j'ai récupérés, et que parfois, quand il y a un problème par rapport à telle ou telle machine où il y a besoin d'informations, c'est soit l'opérateur il connaît la solution parce qu'il l'a déjà vu quelque part par expérience, etc. Soit il a besoin d'un petit peu aller piocher dans différents systèmes, aller demander à droite et à gauche pour pouvoir trouver la réponse à ce type de problématique. Donc l'idée c'est comment on peut utiliser la donnée, comment on peut fédérer toutes ces sources de données, tous les systèmes, tous les manuels que l'entreprise peut avoir et lui rendre disponible de manière simple et efficace. Accessible. Et le dernier point auquel aussi je donnerai un peu plus de détails par la suite, c'est ce qu'on appelle Connected the Shop Floor. Comment on peut vraiment, au sein de l'entreprise, créer cette vision 4.0, non pas seulement avec de l'intelligence artificielle et des données, mais avec des objets connectés, avec vraiment un ensemble de composants et hardware et software pour pouvoir un petit peu automatiser toutes ces chaînes. C'est d'augmenter absolument tout. Là, on ne parle pas de réalité augmentée. Hein. On ne parle pas de réalité augmentée, mais j'ai déjà eu affaire à un client qui s'intéressait à utiliser la réalité augmentée pour un petit peu aider ses clients à mieux comprendre son produit. Alors, allez-y. Comment essayer d'un petit peu
Et by the way, IBM aussi le fait en interne. Pour la partie hardware, on a des augmented reality capabilities qui permettent de fournir une vision simple au client pour pouvoir réparer telle ou telle pièce. Et donc, c'est des choses qui peuvent se faire. En matière de maintenance, en matière de formation. Exactement. Où on parle aujourd'hui de deep learning, notamment à travers la réalité augmentée. Et c'est vrai que la maturité de la réalité augmentée, juste en parenthèse, va arriver en 2023. Concrètement, ça doit devenir un vrai marché. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui aujourd'hui sont attaquées au domaine industriel avec de la réalité augmentée pour pénétrer des unités de production. Ce qu'on appelle la réalité augmentée de surface. Avec une tablette, vous marchez et vous rentrez dans des unités. Vous connaissez bien, donc la technologie ne s'arrête pas. Exactement. Aujourd'hui aussi, on parle de ce qu'on appelle digital twin aussi. Exact. C'est comment un petit peu créer une représentation digitale un petit peu de notre environnement physique et de notre environnement réalité mixte. Le sujet est très riche. On peut passer une journée. Là, il ne faut pas une heure, il faut à peu près une demi-journée. Une demi-journée. Bon, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, les discussions qu'on a eues, je préfère avoir ces discussions que de faire des slides. Allez-y. Alors, je vais juste revenir à l'autre slide. C'est par rapport au last thing, connect the shop floor. Ouais. Alors ici, il y a aussi énormément de challenges, roadblocks pour cette partie-là. Surtout, par exemple, si vous allez chez un industriel, le principe est plusieurs machines, des OPC différents, des PSC différents, même constructors, les équipements, c'est different constructors, et puis tu trouves des solutions qui sont bloquées. Et tu ne peux pas interfacer avec le système, tu ne peux pas récupérer la data. Alors, en fait, le Canada, je pense que c'est une challenge. C'est challenge. Tout ce qui est outils ne fournissent pas forcément leurs données de manière simple et claire. On a des cas où des clients, je ne vais pas dire se battent, mais encore une fois, ça dépend du poids de l'industriel. On peut essayer d'imposer aux revendeurs de fournir la donnée et de la rendre accessible. C'est difficile, je vous le conçois. Mais encore une fois, ce que j'essaie de dire à nos clients, c'est peut-être essayons de prendre des petites batailles. Essayons, au lieu d'attaquer le gros beast qu'on sait, il va avoir un retour sur investissement très important, mais en même temps, il y a énormément de challenges, y compris pour faire encore fédérer toute l'entreprise, parce qu'il y a la conduite du changement autour de ces technologies est très importante. Si on vient, par exemple, le Connected Technician ou le Augmented, il faut vulgariser, il y a une conduite de changement aussi importante que la technologie en elle-même. Donc, certes, ce type de transformation de bout en bout est quelque chose de très important et de très structurant, mais je dis toujours, il ne faut pas commencer par ça. L'idée, c'est vraiment de travailler sur des use cases, ce qu'on appelle chez nous des MVP, des Minimal Viable Products, des solutions vraiment limitées dans le temps, limitées par rapport à une ou deux sources de données, des sources de données où on a peut-être l'accès, essayer de montrer la valeur et ensuite aller petit à petit sur d'autres problématiques. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'accès à ce type de données, c'est la première étape. Si on n'a pas l'accès, la collecte de ces données, on ne peut rien faire par la suite et donc c'est des choses qui... Alors j'ai juste une autre question par rapport aux use cases. Avant de commencer le travail avec vos clients, est-ce que vous avez une checklist de prerequisites? Non, pas forcément de prérequis. On travaille justement avec les clients. Ce qu'on fait au début, ce qu'on appelle des discovery workshops, par exemple dans notre cas, l'idée c'est de venir avec peut-être en fonction de la problématique, si on connaît déjà la problématique du client, de venir avec des SME, parce qu'on a des SMI industry, donc qui connaissent les industries qui viennent du métier, qui nous assistent aussi, parce que moi par exemple je suis un peu cross, donc je couvre toutes les industries au Maroc, mais on a des verticaux, et donc c'est de venir avec ce type de verticaux, travailler avec le client, discuter avec le client les types de problématiques, et l'idée de ces Discovery Workshops, c'est d'arrêter un ou deux use cases sur lesquels on pense pouvoir répondre, donc sur lesquels on pense qu'il y a de la valeur ajoutée avec le client, et par la suite, par rapport à ces use cases, commencer à définir les données, la liste des prérequis, est-ce qu'on peut trouver ces informations-là, est-ce qu'on a accès à ce type d'informations, et par la suite,
on arrête ce scope-là et on travaille avec le client sur ce scope. Merci. Mais juste par rapport à ça et ce problème de locking dans les devices, donc pourquoi on n'a pas un standard de communication comme le web, la HTTP ou le REST Pourquoi Apple ne veut pas aller sur l'USB Oui, on sait tous qu'il faut qu'il y ait des standards, mais la réalité fait que peut-être différentes entreprises ont fait différents investissements. Il y a peut-être des intérêts personnels, il y a beaucoup de raisons. On essaye d'avoir de plus en plus de standards. Having said that, avec toutes les complexités, il y a des initiatives partout, dans un petit peu tout, pour essayer de fédérer les gros constructeurs, les gros service providers pour mettre en place des standards. Et ça a toujours existé. On a commencé par, et même l'histoire du type C Lightning, je pense à un moment ou à un autre, on va converger une fois que la technologie est mature vers des standards et des réciprocités. Très bien. On va continuer à prendre à peu près 10 à 15 minutes avec le lag qu'on a eu au démarrage. Donc on continue avec IBM. Parfait. Bah, écoutez, moi je vais passer quand même quelques slides parce que je pense qu'on a couvert beaucoup de choses ensemble. Là c'est juste les chiffres dont je parlais tout à l'heure, un petit peu le 80% du temps de nos techniciens est passé à trouver de l'information. Il y a aussi cette notion de scalabilité. Les entreprises n'arrivent pas à scaler leur solution sur toute l'entreprise parce que justement les technologies et les architectures qu'ils mettent en place ne leur permettent pas de faire ça. Il y a aussi cette notion de pilote. On n'arrive pas à transformer un pilote ou un site pilote, un MVP en produit de production de manière complète. Donc ça aussi c'est un frein et beaucoup de nos entreprises essayent de faire des pilotes qui sont très successful mais ils n'arrivent pas à aller à l'étape d'industrialisation, de productionize du pilote qu'on a créé, surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui on parle, quand il s'agit d'intelligence artificielle, de MLOps, Machine Learning Operations, de la même manière que le DevOps ou le DataOps. C'est vraiment pour essayer un petit peu d'aider les clients à réfléchir sur tout le cycle du développement lié à l'intelligence artificielle et pas uniquement le fait de créer un pilote et de créer un modèle qui va nous générer un beau scoring de prédiction mais qu'on n'arrivera pas à injecter dans notre chaîne de valeur. Pour les industriels, hein, que ce soit un proof of concept ou un MVP, on est toujours sur une V14, une V17, une V... jusqu'à arriver in fine à... Exactement. Et donc ça, c'est pour avoir un retour sur investissement, pour vraiment faire confiance à la donnée et à l'intelligence artificielle, c'est difficile. Et donc ça, il faut l'avoir en tête dès le départ, dès le début, même si on développe un MVP. Un autre concept ou quelque chose de très important au niveau industriel, et je pense peut-être on ne passe pas énormément de temps dessus, c'est le service après-vente ou day 2 of the product. Une fois qu'on vend le produit, il faut savoir que les marges de ce qui vient après avoir vendu le produit est à peu près 2,5 fois plus élevé que le produit en lui-même. Voilà, exactement. Donc, gérer ce cycle de service après-vente, gérer un petit peu la maintenance s'il y a une garantie, gérer les formations, gérer la fidélisation du client, etc. Donc ça aussi, c'est des domaines sur lesquels l'intelligence artificielle et la donnée peut avoir une vraie valeur ajoutée. Donc le cross-sell, up-sell, donc si on a cette notion, conception de ok, ce client il a acheté ce type de produit et comme ce que fait Netflix en fait. On sait si on voit ce film là, c'est qu'on a des chances d'aimer un autre film, Next Best Action ou des choses comme ça. Donc ça, la donnée, l'intelligence artificielle permet justement d'accélérer ce type de prise de décision. IBM a signé avec Netflix.
C'est pas eux qui sont derrière. D'accord. Comme vous savez, peut-être Netflix, c'est pas une technologie, c'est Oui, pas. moi je parle de l'intelligence artificielle en matière médiatique pour Exact. Mais eux, c'est des gourous aussi d'intelligence artificielle par eux-mêmes. Ils ont développé des modèles, ils ont développé des librairies qu'ils ont remis par la suite à la communauté. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'open source. Ça, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est assez lié. Mais juste par rapport à Netflix, ils avaient une compétition annuelle pour ça, pour les recommendation engines. Donc, ils organisaient des compétitions et ils prenaient Bien sûr. Mais Facebook aussi faisait des compétitions. Il y a aussi le site Kaggle pour les gens qui sont intéressés où on organise des compétitions justement. On donne des datasets et l'idée c'est de trouver le meilleur modèle qui va générer une prédiction, etc. C'est marrant ce que vous dites parce que au niveau des grosses boîtes en matière de cybersécurité, aujourd'hui je vais essayer très bref, on recrute carrément des hackers avec des gros cash prizes. Pour hacker le système. Il y a le ethical hacker. L'idée, c'est. Le vie, ça. C'est. Le service efficiency, comme on a dit aussi, de comprendre un petit peu, réduire les coûts, comprendre la qualité, où est-ce qu'on a des défauts de fabrication, et bien sûr le customer satisfaction and loyalty. L'idée, c'est vraiment, on a des use cases très intéressants sur cette fidélisation, sur la satisfaction client. Exactement, et on a beaucoup de use cases qui sont simples, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit on peut vraiment aller sur des use cases très simples et très rapides qui montrent de la valeur ajoutée, peut-être pas dans la grosse chaîne de valeur ou la grosse complexité, des side projects, et on a des side projects autour des virtual assistants. Donc un client qui a besoin d'un service ou qui a besoin d'une information par rapport à tel ou tel produit, au lieu de nous contacter ou d'essayer de nous appeler sur un numéro où on trouve personne, donc il appelle ou il chatte avec un bot ou un agent virtuel. Et donc ça réduit énormément la frustration du client qui n'arrive pas à avoir le help desk, qui n'arrive pas à avoir le support. Et ça répond aussi au fait qu'on n'a pas besoin d'énormément de personnes pour pouvoir gérer cette partie support. Et donc la partie Virtual Assistant, c'est vraiment deux types de Virtual Assistant sur lesquels on voit il y a beaucoup d'intérêt. C'est les Virtual Assistants en interne, donc pour enrichir les utilisateurs, répondre à des questions RH, à répondre à des choses en interne, mais aussi les Virtual Assistants au niveau externe pour nos clients. Alors, ce qu'il faut dire aussi qu'IBM n'est pas dédié seulement aux super lourds industriels, c'est aussi accessible à toute entreprise aujourd'hui à travers des solutions aussi accessibles. Exactement, et l'idée derrière aussi ces solutions, et surtout par exemple si on va sur le chatbot, il y a une instantiation qui peut être faite sur le cloud, et le système de facturation aussi est fait pour qu'il soit scalable. C'est en fonction des sollicitations et ce qu'on appelle des monthly authorized calls ou interactions qu'on a avec le monthly authorized user qui se connecte avec le chatbot. Donc c'est des choses qui se font et qui peuvent s'adresser à tout type d'utilisateurs. Bon, ça je passerai dessus, juste quelques références, ça existe ce que je suis en train de dire, on a des références des clients qui utilisent ce type de données pour un petit peu gérer les services après-vente. Ça c'est Whirlpool par exemple pour tout ce qui est appliance, qui récupère les informations des smart devices, des objets connectés pour pouvoir savoir comment fonctionne leur solution et à faire un feedback lourd. Les ascenseurs, on peut automatiser ça, avoir des informations automatiquement qui proviennent de ces ascenseurs et pouvoir faire de la maintenance à distance, etc. etc. Bon, le dernier point que je voulais évoquer, c'est vraiment la maintenance ou ce qu'on appelle le connected devices ou connected assets. Et l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur tout ce qu'on a vu sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, mais aussi les objets connectés pour pouvoir un petit peu créer ce connected floor ou connected data asset. Et l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser peut-être des caméras pour pouvoir faire de la visual inspection, pour pouvoir voir les pièces ou la qualité des pièces, de faire des détecteurs pour pouvoir mesurer automatiquement les dimensions de nos pièces et pouvoir détecter automatiquement. Voilà, c'est l'IoT couplé à de l'intelligence artificielle, couplé à un ensemble de technologies qui permettent justement de répondre à ces problématiques-là.
Et bien sûr, le Edge, aujourd'hui, plus que l'IoT, c'est vraiment d'essayer de faire de l'analytique au niveau device en lui-même. Et aujourd'hui, une des technologies qui nous permet justement d'avancer à grands pas, qui va venir au Maroc, je pense, très bientôt, c'est la 5G. Donc là, tout ce qui s'agit de 5G, ça couple très rapidement et très simplement avec le Edge. Bon, chez IBM, on l'appelle le Journey to Predict. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut assister nos clients pour pouvoir le faire. Et la solution, la grosse solution d'IBM en termes d'intelligence artificielle, c'est notre monsieur Watson. Je connais très bien, parce que aussi sur notre volet, on en parlera, mais je vous laisserai plutôt débattre pour les gens, pour nous aider. Ah, qu'est-ce que Watson? Watson, en fait, c'est AI for Business. Pour faire simple, c'est un ensemble de produits, de solutions d'intelligence artificielle qu'IBM a mis en place pour supporter ses clients en termes d'intelligence artificielle. Et le nom Watson, en fait, c'est un des pères fondateurs d'IBM, donc on a pris son nom. Et en fait, la première allusion, la première fois qu'on a utilisé le mot Watson, c'était en 2011 pour un projet pour un jeu qui s'appelle Jeopardy. Donc c'est comme une question pour un champion aux États. France aussi. D'accord. Il y a longtemps. Ah ouais, donc aux États-Unis, donc la machine a réussi à battre d'autres utilisateurs, les champions du jeu, en utilisant du Natural Language Processing et du Natural Language Understanding. Donc ça, c'était la première instantiation de Watson. Et depuis, Watson n'a cessé d'évoluer, n'a cessé de grandir comme un petit bébé qui grandit aussi, qui apprend. Et aujourd'hui, ce n'est pas un produit, c'est un ensemble de produits, de projets qu'on injecte dans nos produits également, qu'on injecte dans les solutions du client et qui sont faits pour le business. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de modes autour de l'intelligence artificielle, mais beaucoup d'intervenants, par exemple Siri et d'autres, on va dire, instantiations d'intelligence artificielle s'adressent au public. Et donc, même les modèles d'apprentissage, etc., ne sont pas adaptés pour des industries. Et donc, IBM, avec sa connaissance des différentes industries, tous ses clients, permet de créer des modèles et de l'intelligence artificielle liés, voilà, B2B, liés à des industries très spécifiques. Et il y a 3 composants de Watson aujourd'hui. Il y a vraiment le langage, donc tout ce qui est apprentissage de la langue, des différentes langues, et l'arabe en fait partie. Je pense que vous avez poussé la frontière encore plus loin, mais c'est d'ailleurs l'une des choses sur laquelle je voulais débattre avec vous. Mais allez-y. D'accord. Donc il y a le langage, le français, l'anglais, l'arabe sont des langues supportées. Malheureusement, Darija, et ça c'est une question qui revient souvent, n'est pas nativement supportée, mais il y a énormément de travail dans l'écosystème qui est fait pour ça. L'automatisation, l'automation, c'est très important. Donc on a parlé tout à l'heure d'industrialiser le pilote, comment automatiser un petit peu ce cycle de vie. Donc Watson permet de le faire. Et le point qu'on a évoqué tout à l'heure, donc AI Ethics and Trust, c'est quelque chose aussi de très important. Et il y a un socle technologique qui supporte Watson. Donc c'est basé sur une plateforme hybrid cloud, donc cloud hybride, avec bien sûr pour les gens techniques Red Hat. Donc Red Hat aujourd'hui c'est une acquisition qui a été faite par IBM il y a quelques années pour 34 milliards. Donc c'est un gros $, c'est un gros investissement, il y a un gros potentiel derrière. Et justement, l'idée c'est vraiment de supporter cette plateforme hybride dans ce cas de figure. Bon, ça c'est juste des définitions encore un peu plus poussées de Watson, mais encore une fois, le AI Ethics c'est très important. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un slide, il y a vraiment beaucoup de trucs, ce qu'on appelle trustworthy AI aussi, qui est très important, pour un petit peu réguler tout ça, pour essayer d'expliquer les modèles qui sont définis, de les rendre des white box et pas uniquement des black box. Et donc c'est des choses qui sont faites bien sûr dans un écosystème ouvert. Donc open écosystème est très important, et bien sûr avec notre écosystème, avec l'écosystème de partenaires, d'intégrateurs, etc. Donc l'ouverture de ce type de solution est quelque chose de très important. Bon, je vais passer ça, mais comme j'ai dit, IBM Watson, c'est un ensemble de projets qui sont injectés dans de la technologie, et bien sûr, on peut moderniser notre plateforme avec, on peut créer des solutions de prédiction, d'intelligence artificielle, mais aussi d'automatisation et de sécurité. La sécurité aussi est quelque chose de très important. On a
des références bien sûr, et même dans le domaine industriel avec une référence au Japon. Et bon, ça c'est les foresters et je pense qu'on va arrêter. Je pense que finir avec Watson est une belle chute, parce que je pense que aussi l'une des frontières aujourd'hui mondiales est aussi la langue. Quand je parle de la langue, parce que Watson je connais bien, sur notre vie, aujourd'hui il y a plusieurs entreprises de start-up qui utilisent aujourd'hui Watson pour traduire instantanément une langue arabe du français. Et aujourd'hui, beaucoup de plateformes e-commerce commencent à s'intéresser beaucoup à cette partie-là, parce que l'enjeu de la langue est extrêmement important, au-delà d'avoir Watson qui peut être couplé aux autres solutions d'IBM. C'est ce qui rend encore la croisée des intelligences encore plus intéressantes. Exactement, on a le Watson text-to-speech, speech-to-text, les API, le vocal. Et le vocal aussi, on peut personnaliser. Et donc il y a énormément aujourd'hui de solutions qui s'articulent autour de Watson, où on injecte de l'intelligence artificielle et on aide les clients à créer leur intelligence artificielle. Adaptée sur mesure aussi. Bien sûr, avec des accélérateurs bien sûr métiers, industriels, par rapport à telle ou telle industrie. Donc c'est ça un petit peu la valeur ajoutée qu'on peut apporter en termes de technology provider ou de service provider comme IBM. C'est vraiment cette connaissance métier industriel qui permet justement, quand on parle avec des industriels, de leur dire ok, on a fait ça, on a ces références là, on peut vous accompagner, peut-être faire attention à ça, il ne faut pas le faire de la sorte. Et bien sûr ça et IBM et ses partenaires qui sont présents en local, l'écosystème est très important. Je pense que c'est une belle façon de mettre fin à ce workshop. Il a été question, et on a écouté CMU au niveau de la chaîne des valeurs intelligentes. Donc quand on prend les différentes solutions, on va dire de la fourche à la fourchette, pour revenir un petit peu à l'agro, on découvre vraiment des choses hyper intéressantes. Donc pour les industriels qui nous suivent, effectivement les industriels aujourd'hui cherchent d'abord de la fiabilité, de la sécurité, du conseil et surtout quelque chose qui puisse durer dans le temps avec de l'innovation. Et je pense que ça va être le mot de la fin. Si vous pouvez rebondir sur ça pour mettre fin à ce workshop, tout en remerciant bien sûr les personnes en présence et toutes les personnes qui nous suivent. Écoutez, tout d'abord, merci pour cette riche interaction et cet échange live. Je pense qu'on avait une audience très intéressante et très intéressée. Je vous remercie pour ça. Donc, juste pour résumer, comme vous l'avez si bien évoqué, l'idée, c'est vraiment, comme j'ai dit au tout début, c'est de s'investir dans cette transformation digitale. Je pense que c'est une notion, c'est une question de survie aujourd'hui pour toutes les entreprises et pour nos entreprises. Et donc, s'inscrire dans la durée, avoir cette vision de transformation digitale et utiliser la donnée et l'intelligence artificielle comme un vecteur d'innovation pour pouvoir supporter cette transformation digitale et pour, j'espère, être des acteurs très importants, non pas uniquement dans notre pays, mais vraiment sur le continent et même au niveau mondial. Donc c'est avec ça que je veux clôturer ce workshop. C'est une belle réponse de fin. Merci Céline Paul. Merci. Vous avez représenté IBM aujourd'hui. Merci à l'auditoire, à vos questions, qui étaient des questions très pertinentes et smart. Merci à nos auditeurs qui peuvent suivre cette émission en asynchrone. Si vous avez des questions, posez-les. C'est Amine, on lui donnera le lien. Et il va pouvoir un petit peu rebondir sur un petit peu les retours d'expérience. Merci à tous. Merci. Au revoir.